Tu peux facilement dépenser plus de 3000 € dans un Mac et choisir le mauvais. Parce qu'en 2026, entre le MacBook Neo, le Air et le Pro, tous ressemblent, mais en réalité, ils ne jouent pas du tout dans la même catégorie. Et je pense qu'il faut bien prendre le temps de tout comprendre pour éviter de faire une mauvaise décision. Donc aujourd'hui, on parle de tout ça. Déjà, le point le plus important, c'est le processeur. C'est lui qui décide si ton Mac est rapide ou plutôt frustrant. Aujourd'hui, tu as les puces Apple Silicon, les M1, M2, M3, M4 et maintenant M5. Mais tu as aussi les puces Intel. Alors pour ce qui est des puces Intel, je te recommande juste pas de les prendre parce que les Macs sont beaucoup trop vieux. Et si tu as un Mac avec une puce Intel, ça sera peut-être le moment de changer. Mais bon, pour bien comprendre les puces M d'Apple, il faut savoir qu'il y a les puces M, les M Pro, les M Max et les M Ultra, mais qui sont pas sur les MacBooks, donc on n'en parlera pas aujourd'hui. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une puce plus récente ne veut pas dire forcément plus puissante. Par exemple, la puce M4 de base, c'est environ 14 000 points en multiscore. C'est déjà énorme, mais si tu prends une puce M2 Pro ou M2 Max, elle peut être vraiment très proche, voire au-dessus de la puce M4 selon la configuration. Donc tu peux voir que c'est un petit piège et je te mets évidemment le schéma avec toutes les puces d'Apple pour que tu vois laquelle est la plus puissante et pour que tu puisses mieux comprendre les différents produits qui sont à ta disposition et les différentes puces. Mais le fait de prendre le dernier, ça ne veut pas forcément dire que tu prends le plus puissant, et pareil pour ce qui est de l'ancien. Maintenant, cas très concret, si tu fais par exemple du YouTube, du Final Cut, du Premiere Pro, du After Effects, du Xcode, ou que tu utilises des logiciels qui sont comme ça très lourds, je te recommande au minimum des puces qui sont à partir de la puce M2 Pro ou M4 pour que tu sois vraiment tranquille. Et ça, même en 2026, il n'y a aucun souci avec ces puces-là, elles sont très puissantes et tu peux le voir dans le graphique, il y a vraiment un gap à partir de ces puces-là. Mais si tu fais juste de la bureautique et que tu utilises surtout Safari, Netflix, Word, Notion ou l'application Notes, si tu as une puce M1, M2 ou même un MacBook Neo, tu auras largement assez de puissance pour faire tourner tout ça et avoir une expérience qui est vraiment fluide. Donc il faut vraiment être sûr de ce qu'on va faire avec la machine pour choisir le bon modèle. Donc si tu fais de la bureautique, je te recommande au minimum le MacBook Neo ou une puce M2 et au-delà. Sinon, ça peut être un peu juste avec la M1 qui commence à être un peu plus lente. Parce que l'idée avec les Macs, c'est souvent de les garder 3 à 5 ans parce que les Macs ont une bonne valeur résiduelle et donc tu peux toujours les vendre facilement une fois que tu n'en as plus besoin. Et le problème avec une puce M1, c'est que j'ai peur que d'ici 5 ans ou 3 ans, tu aies une machine qui soit trop lente. La puce M1 est déjà assez vieille et c'est vrai que si elle fait encore 5 ans, ça serait plutôt impressionnant. Donc il faut que tu sois vraiment sûr de ce que tu vas faire avec l'ordinateur. Et le MacBook Neo, même si aujourd'hui il est largement assez puissant pour faire un peu de gaming et faire du montage, etc., il n'est pas assez puissant pour faire des tâches qui sont très lourdes. Et du coup, c'est vrai qu'il faut bien en prendre soin et être certain qu'on n'aura pas besoin de cette machine-là pour faire des tâches très très lourdes. Mais ce qui va faire toute la différence, c'est aussi la RAM que tu vas prendre avec ta machine. Et le vrai truc important à savoir, c'est que tu ne peux pas changer ta RAM. Donc l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils prennent trop peu de RAM pour économiser un petit peu et ensuite ils subissent ce mauvais choix pendant 5 ans avec une machine qui peut jamais faire plus de 3 choses à la fois, ce qui peut vite être dérangeant. Ce que je recommande de faire dès le premier jour par rapport à ça, et surtout si tu as une ancienne machine, c'est d'installer Intego qui propose un kit de logiciels qui est super intéressant, qui coûte à peine 2 à 3 € par mois, mais qui vont t'aider à garder ton Mac aussi rapide qu'au premier jour. Et je t'arrête tout de suite, la vidéo n'est pas sponsorisée par Intego et ni par Amazon, ni par personne en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le kit d'applications qui viennent avec Intego, tu as un antivirus pour voir s'il y a des fichiers qui pourraient ralentir ta machine ou ne pas être optimisés pour ton Mac. Et surtout, tu as ce qui pour moi est le plus important, c'est leur application Mac Washing Machine et qui te permet tout simplement d'éliminer les fichiers en doublon et même les fichiers qui prendraient de la place pour rien et qui ne seraient pas utilisés. Donc comme ça, tu es sûr de tout le temps optimiser ton stockage et ta RAM. Et d'ailleurs, si tu as actuellement un Mac d'ancienne génération, ce que je te recommande, c'est d'installer Intego pour voir si tu réussis à le rendre plus rapide avec ce logiciel. Et dans tous les cas, si tu veux passer à un nouveau Mac, tu pourras l'installer. Et si tu trouves que ça n'a vraiment rien fait et que tu n'es pas convaincu, ce que je doute mais qui peut arriver, dans tous les cas, tu as les 30 jours de rétractation pour te faire rembourser. Et comme ça, tu es vraiment sûr de pas avoir perdu d'argent. Et comme avec les Macs que je vais te proposer et les liens Amazon, j'ai un lien d'affiliation avec une promotion avec Intego aussi. Du coup, si tu souhaites installer ça sur ta machine pour qu'elle reste rapide ou installer ça sur ton ancien Mac, ça peut être super intéressant. Donc je te mets le lien juste en dessous. Mais bon, tout ça c'est bien beau, mais on sait toujours pas combien de RAM prendre. Et la vraie question que tout le monde se pose, c'est est-ce que 8 Go de RAM ça suffit? Eh bien, dans l'idée, ça fonctionne, mais je trouve que c'est déjà limite aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on prend un Mac, c'est surtout pour 3 à 5 ans. Du coup, si tu as un usage simple, par exemple Google Chrome, Spotify, Slack, Notion, tout en même temps, ça devrait aller. Et par contre, si tu te mets à avoir beaucoup d'onglets Google Chrome et que tu as l'habitude d'avoir beaucoup d'applications vertes, tu vas commencer à sentir des ralentissements. Du coup, si tu fais de la bureautique assez avancée, je te recommanderais de prendre au minimum 16 Go de RAM. Et je trouve que c'est le vrai minimum en 2026. Si tu veux un peu plus de confort et être tranquille, je te recommande
recommande de prendre 24 Go de RAM, ce qui pour moi est exceptionnel et qui permet de tout faire. Et si tu fais des gros montages lourds, beaucoup de multitâches, les 32 Go de RAM sont vraiment nécessaires. Par exemple, si tu fais comme moi beaucoup de Final Cut, beaucoup de Google Chrome et que tu as même Photoshop ouvert en même temps, là tu vas vraiment voir la différence. Et même si 24 Go de RAM ça peut suffire, 32 Go de RAM ça permettra d'avoir vraiment beaucoup de confort. Maintenant, par rapport au stockage, là ça dépend vraiment de ton usage. 256 Go ça paraît ok et c'est vrai que c'est plutôt bien, mais en réalité si tu regardes bien, un backup de ton iPhone ça prend entre 50 à 100 Go. Un projet vidéo que tu ferais pour un anniversaire ou autre de façon occasionnelle, ça prendrait entre 50 et 200 Go vu la taille des fichiers aujourd'hui. Et surtout quand tu fais du montage avec Final Cut et les caches etc, tu vas tout remplir en à peine un mois. C'est vrai que c'est assez violent. Du coup ce que je te recommande concrètement c'est de prendre 512 Go si tu veux un minimum raisonnable. Évidemment si tu n'as pas l'argent pour prendre le 512 Go, je te recommande plus de prendre de la RAM et de rester sur les 256 avec des disques durs SSD, ça devrait suffire. Mais si tu as l'argent, je te recommande au minimum le 512. Si tu veux vraiment du confort, le 1 Tera. Et après, si tu as besoin de 2 Tera, c'est vraiment que tu bosses avec et du coup, tu sais que tu en as besoin. À savoir que les Mac vont jusqu'à 8 Tera, ce qui est énorme. Mais pour le coup, c'est vraiment très cher aussi. Donc, si tu réussis à te prendre 1 Tera, c'est génial. 512 le minimum. Et si tu as un budget vraiment très serré, prends les RAM et prends pas forcément le stockage, tu trouveras toujours une solution. Ensuite, c'est vrai qu'il y a un truc que tout le monde oublie, c'est les écrans externes et ça peut vraiment te bloquer, surtout si tu travailles avec. Par exemple, les MacBook avec la puce M1, M2, M3 et M4 sont bloqués à un seul écran et c'est pareil avec le Neo, on ne peut que mettre un seul écran sur ces Macs, sauf si tu te mets à bidouiller, mais là ça devient vite compliqué et tu vas vite regretter ton choix. Si tu as l'habitude d'avoir qu'un seul écran, très bien, mais c'est vrai qu'il faut le prendre en compte. Mais par contre, si tu prends un Mac avec la puce Pro ou Max ou même avec la nouvelle puce M5, tu peux avoir 2, 3 voire 4 écrans et donc si tu as un gros setup ça va vraiment tout changer et ça va vraiment te faciliter la vie. D'ailleurs autre chose qui peut vraiment tout changer et te faciliter la vie, c'est les ports et bien calculer ce dont tu as besoin en termes de ports, parce que ça peut paraître vraiment banal mais ça devient l'enfer au quotidien si tu te trompes. Par exemple le MacBook Air et le MacBook Neo n'ont que 2 ports USB-C. C'est tout. Du coup, tu peux juste brancher un écran et il te reste un port. Donc là, tu commences vite à partir sur les accessoires, les dongles pour tout connecter et ça devient assez rapidement un enfer. Par exemple, moi, j'ai besoin d'un port de carte SD à chaque fois que je pars quelque part. Donc, je sais qu'un MacBook Pro, c'est vraiment intéressant. Et comme j'ai besoin d'un MacBook Air pour les déplacements parce que j'ai souvent mal au dos et que du coup, il me fallait un produit très léger, j'ai eu besoin d'acheter un accessoire pour mettre un port de carte SD. Donc, ça devient vite compliqué si je l'oublie et ça peut être très pénible. Et pareil, je sais qu'au quotidien, j'ai tout le temps besoin d'un port HDMI. Donc pour moi, le MacBook Pro, c'est vraiment exceptionnel parce que j'ai le port de carte SD et le HDMI tout le temps sans avoir besoin d'accessoires supplémentaires. Donc pour le coup, il faut bien calculer ça et parfois ça peut valoir le coup de mettre 100 à 200 € de plus pour pas avoir tous ces problèmes de logistique, de fil, etc. Ensuite, pour ce qui est de la batterie, c'est un point qui est super intéressant parce que les Mac par rapport à ça sont très simples. Ils sont tous super endurants et il n'y a pas d'équivalent chez Windows. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu prendras un Mac grand et plus tu auras d'autonomie, que ce soit les 16 pouces ou les 15 pouces avec les Air. Les nouveaux 16 pouces peuvent monter jusqu'à 24 heures, ce qui est juste énorme. Par contre, ce qu'il faut bien noter, c'est que plus tu demanderas de la puissance à la machine et plus elle consommera. C'est un peu comme une voiture finalement. Donc tu sais que si tu vas faire des gros montages, tu auras moins d'autonomie en usage réel. Mais c'est vrai que si tu les compares à des Windows, bah, c'est juste incomparable parce que moi, mes Windows les plus puissants, ils durent toujours 3 à 4 heures avec des logiciels de montage. Alors qu'avec mon MacBook Pro 15 pouces, je tiens facilement 6-8 heures en montage. Et donc ça, c'est juste incomparable. Et enfin, on va parler de la taille et surtout de la taille d'écran parce que c'est ce qui change tout. Tu as du 13 pouces avec le Neo et le Air, c'est des versions qui sont très portables et très transportables. Et il faut faire attention parce que le Neo a un écran qui est légèrement plus petit. On parle de 0,6 pouces en moins, ce qui n'est pas grand chose, mais qui peut potentiellement faire la différence. Et pour le coup, je trouve que le Air apporte plus de confort avec l'écran qui déborde avec l'encoche, alors que le Neo a juste une grosse barre en haut. Et c'est vrai que ça fait une différence, donc faut bien prendre ça en compte. Et ensuite, tu as les versions 14 pouces sur les versions professionnelles. Et là, c'est toi qui choisis, mais je trouve que le 14 pouces, c'est l'équilibre parfait entre le transport et le fait d'avoir du confort. Évidemment, une version 16 pouces, si tu n'as pas besoin de tout le temps le trimballer avec toi, c'est très agréable. Mais c'est vrai que quand j'avais pris mon MacBook Pro 16 pouces, j'avais regretté par rapport à ça. Et c'est pour ça que je m'étais dit qu'il me fallait une version Air. Et aujourd'hui, j'ai pris la version 14 pouces, mais je trouve qu'un MacBook Air, c'est toujours génial pour le transport parce qu'il y a malgré tout une différence de poids et quand tu as des problèmes de dos, bah juste tu sens la différence. Mais je trouve que le MacBook Pro 14 pouces, c'est juste génial. Et c'est vrai que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des produits prêtés par Apple. Et donc j'ai bien conscience que si je devais avoir qu'une seule machine, pour moi, ça serait le Pro 14 pouces. Ok, du coup concrètement, qu'est-ce que toi, tu vas choisir? Donc si tu veux un Mac simple et léger, il y a juste deux possibilités, le Neo et le Air. Le Neo, je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Tu n'auras pas d'ordinateur
global, hein. Je mets tout le marché dans le sac, mais tu n'auras pas d'ordinateur plus puissant et avec un meilleur rapport qualité-prix que celui-ci. C'est juste impossible. Ensuite, tu as le MacBook Air qui, pour moi, est le meilleur rapport qualité-prix de la gamme. Je m'explique, parce qu'il va tout simplement durer plus longtemps. Le Neo, c'est par rapport au marché, mais le Air, c'est par rapport à la longévité. Et c'est vrai que quand on se dit de mettre autant d'argent, plus de 1000 euros, c'est compliqué. Mais quand on sait que le MacBook Air avec la puce M5 va durer 5 à 10 ans, c'est vrai que ça devient vite beaucoup plus rentable et surtout qu'on sait qu'il est ultra puissant et on peut quasiment tout faire avec. Je dis quasiment parce qu'en fait le Air a un gros problème, c'est qu'il n'a pas de système de refroidissement. Du coup, quand tu fais du montage de façon occasionnelle ou des tâches plus lourdes, il peut les faire, mais dès qu'il passe un certain nombre de minutes selon la tâche, il va vite commencer à réduire ses performances pour éviter de surchauffer. Et du coup, pour ça, il faut un système d'aération et de refroidissement. Et c'est pour ça que le MacBook Pro est juste idéal parce qu'il vient avec des puces qui sont aussi puissantes, voire beaucoup plus puissantes que le Air, avec des puces M2 Pro, M3 Pro, M4 Pro et M5 Pro. Mais en plus de ça, il a un système de refroidissement, ce qui fait qu'il peut durer énormément de temps. Et c'est vrai que pour le travail assez lourd comme ce que je peux faire, c'est juste génial. Donc, il faut vraiment comprendre ce qu'on veut faire pour choisir la bonne machine. Le Neo est génial pour de la bureautique et même de la bureautique très avancée et même parfois du montage parce qu'on a vu qu'il tenait vraiment le coup. Le R est bien pour faire quasiment tout, sauf pour l'endurance malheureusement. Et le Pro est juste bon pour tout, mais il est un peu plus lourd et il est un peu plus cher, donc il faut bien choisir. Et mon dernier conseil, c'est juste de ne pas te faire avoir par le marketing. Regarde vraiment ton usage, vois ce que tu vas faire avec et prends un Mac qui correspond à tes besoins en termes de puissance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent de l'argent de façon générale parce qu'ils prennent des Macs qui sont trop puissants et ils utilisent à peine 30% de ses capacités, donc c'est juste de l'argent perdu. Mais par contre, c'est vrai que c'est super dommage de voir des gens qui prennent des Macs trop peu puissants et qui ensuite se mettent à perdre du temps et donc décider de les revendre et du coup ils perdent de l'argent et du temps et donc c'est juste insupportable aussi. Donc il faut vraiment prendre la bonne machine. C'est pour ça que je te mets le lien du graphique juste en dessous dans la description pour que tu puisses voir le gap de performance entre les différentes machines. Et si j'ai un des derniers conseils, c'est évite tout ce qui est produit reconditionné. Moi pour le coup je suis vraiment pas fan, j'ai eu des mauvaises expériences. Donc si tu peux prendre une version d'occasion avec facture et garantie, c'est génial. Et si tu veux le maximum de sécurité, prends une version neuve et dans ce cas là tu paieras un peu plus cher mais tu sais que tu seras tranquille pour pas mal d'années. Bon voilà, je pense qu'on a bien parlé de toutes les options qu'on avait sur le site d'Apple et même des solutions si tu as un ancien Mac avec Intego et tout ça. Donc je pense que c'est plutôt complet comme vidéo. Si tu as d'autres astuces, d'autres conseils, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires et nous on se dit à très vite. C'était André.